comment s'assurer qu'une loi, même votée par des représentants du peuple, respecte bien la règle du jeu suprême, c'est-à-dire la Constitution. C'est tout l'enjeu du contrôle de constitutionnalité. C'est un mécanisme essentiel qui pose une question finalement assez vertigineuse. Qui a le droit de garder les gardiens de nos lois? Alors, pour y voir plus clair, voilà le parcours qu'on va suivre. On va d'abord définir ce qu'est précisément ce contrôle. Ensuite, on explorera les deux grandes écoles qui s'affrontent, celle qui confie ce rôle aux politiques et celle qui le donne aux juges. Et enfin, on se posera une question passionnante. Est-ce qu'on peut changer la Constitution elle-même? Et si oui, comment? Allez, on commence par les fondations. Comme toujours, il faut partir de la base. Ça veut dire quoi exactement, contrôle de constitutionnalité? On va décortiquer ça ensemble. Pour vraiment saisir ce mécanisme, le mieux, c'est de se poser les bonnes questions, en commençant par la plus simple, la plus fondamentale. Et la voilà, la définition. En fait, c'est une procédure qui a un seul but, garantir que la Constitution reste la loi suprême. C'est elle qui est tout en haut de la pyramide. Donc, si une loi ordinaire vient la contredire, eh bien ce mécanisme s'enclenche pour annuler cette loi ou au moins la bloquer. On peut voir ça comme le bouclier de l'état de droit. Bon, c'est clair. Mais une fois qu'on a dit ça, la vraie question arrive, qui doit exercer ce contrôle? Est-ce que ce sont les politiques, les élus, ou est-ce que ça doit être des juges indépendants? C'est vraiment le cœur du débat et on va explorer les deux options. Ce tableau résume parfaitement les deux approches. D'un côté, à gauche, le modèle politique. Ce sont des élus qui vérifient la loi, et ils le font le plus souvent avant qu'elle n'entre en vigueur. C'est une sorte de contrôle préventif. De l'autre côté, à droite, le modèle juridictionnel, qui est le plus courant aujourd'hui. Là, ce sont des juges qui interviennent, en général après que la loi a été adoptée, et ils se basent uniquement sur le droit. On est plutôt dans un contrôle curatif. Alors commençons par le premier modèle, le contrôle politique. Même s'il est assez rare de nos jours, il a une grande importance historique et il nous aide vraiment à comprendre comment toute cette idée a évolué. La philosophie derrière ce modèle, elle est assez simple, en fait. On part du principe que les lois, c'est l'expression de la volonté du peuple. Donc, logiquement, seul un autre organe politique, qui représente lui aussi le peuple, devrait avoir le pouvoir de les juger. On confie donc cette mission à des assemblées ou à des comités spéciaux, composés d'élus. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le timing. On vérifie la loi avant qu'elle ne commence à s'appliquer. Ça permet d'éviter pas mal de complications juridiques par la suite. C'est une logique très différente de celle d'un procès, qui, par définition, arrive toujours après les faits. Pour que ce soit plus concret, on peut imaginer par exemple le Parlement qui se contrôle lui-même, on parle d'autocontrôle, ou alors une commission spéciale d'élus, créée juste pour ça. L'exemple historique le plus connu, c'est sans doute le Conseil constitutionnel français de 1958, à ses tout débuts, qui était conçu bien plus comme un organe de régulation politique que comme une vraie cour de justice. Bon, ça c'était pour l'histoire. Tournons-nous maintenant vers les modèles qui dominent très largement dans les démocraties aujourd'hui, le contrôle juridictionnel. Et là, on change complètement de perspective. On ne considère plus que l'interprétation de la Constitution est une affaire politique. Non, on dit que c'est une question de droit pur. Et donc, cette mission, elle doit être confiée à des experts du droit, des juges qui siègent dans une institution créée spécialement pour ça, la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui le rend vraiment juridictionnel? C'est ça le point crucial. Premièrement, son indépendance. Il est totalement séparé du gouvernement et du Parlement. Deuxièmement, et c'est fondamental, ces décisions, ce ne sont pas de simples avis. Non, ce sont des jugements qui ont force de loi. Ils s'imposent absolument à tout le monde, y compris à ceux qui ont voté la loi. C'est toute la puissance de ce modèle. Ok, donc jusqu'à présent, on a vu comment on contrôle les lois par rapport à la Constitution. Mais que se passe-t-il si on veut changer la Constitution elle-même? Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Une constitution, ce n'est pas un texte qui est gravé dans le marbre pour toujours. C'est un document vivant qui doit pouvoir évoluer, s'adapter aux nouvelles réalités d'un pays. Mais attention, cette souplesse, elle a quand même des limites. La plupart des constitutions qu'on appelle rigides protègent ce qu'on pourrait appeler un noyau dur de principes. Ce sont des garde-fous, en quelque sorte, pour empêcher qu'une majorité politique, même large, ne vienne détruire l'identité même de l'État. Prenons un exemple concret, celui du Maroc, qui est détaillé dans les sources. L'article 175 de sa constitution est très clair. Il y a des sujets auxquels on ne peut absolument pas toucher. Par exemple, la forme monarchique de l'État, les dispositions sur la religion musulmane, mais aussi, et c'est crucial, les droits fondamentaux et le choix démocratique. Ce sont des piliers intouchables. Et c'est là qu'on retrouve notre gardien des lois. Eh oui, même lorsqu'on veut changer la Constitution, la Cour constitutionnelle a encore son mot à dire. Son rôle, c'est de vérifier que la révision elle-même ne vient pas franchir ces lignes rouges. Elle protège la Constitution
y compris contre des changements qui pourraient la dénaturer. Et justement, au Maroc, cette cour est composée de 12 membres. Mais qui sont-ils, ces 12 gardiens? La manière dont ils sont choisis est très, très révélatrice. Ce qui est fascinant sur ce graphique, ce ne sont pas juste les chiffres, c'est ce qui nous raconte sur l'équilibre des pouvoirs. La moitié des membres est nommée par le chef de l'État, le roi. L'autre moitié est choisie par le Parlement, avec une répartition égale entre la chambre haute et la chambre basse. Cette composition, elle vise clairement à assurer une légitimité qui vient de plusieurs sources et à maintenir un équilibre institutionnel. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, un peu philosophique. Si des principes sont gravés dans le marbre pour l'éternité, ça veut dire que même le peuple souverain n'a pas tous les pouvoirs. Ça pose une question assez vertigineuse sur la nature même du pouvoir. Est-ce que ceux qui ont écrit la Constitution à un moment donné ont le droit de lier les mains de toutes les générations futures, pour toujours? C'est une question qui, je crois, reste ouverte au débat.